Je vais commencer par là, c'est que il est absolument indispensable dans toute démocratie de réfléchir aux institutions démocratiques elles-mêmes. Tous les exemples historiques que l'on a de démocratie, des plus radicaux aux moins radicaux d'une certaine manière, mais surtout les plus radicaux, on pense à Athènes, à l'Athènes antique, on pense au canton des Grisons du XVIe au XVIIIe siècle, on pense à la Commune de Paris, on pense au Conseil ouvrier hongrois en 1956 par exemple. Se sont toujours conçus, surtout pour les expériences les plus longues, ça concerne un petit peu moins les dernières que j'ai évoquées, surtout les deux premières, donc Athènes et Grisons, on assiste en permanence à une reconfiguration de la démocratie. Réinstitutionnalisation, les institutions sont transformées, donc vous ne pouvez pas dire, voilà la constitution d'Athènes, ni d'ailleurs la constitution des Athéniens, qui a été stable pendant 2 ou 3 siècles, les règles étaient toujours les mêmes, elles ont été écrites, etc. Elles n'étaient pas écrites, elles étaient en permanence transformées dans un sens de, disons, en tout cas à la fin du 5e siècle, dans un sens de démocratisation de la démocratie. Ça signifie qu'il n'y a pas de démocratie parfaite, il n'y a pas de démocratie achevée, il n'y a pas de démocratie dans un stade terminal d'une certaine manière, enfin, le terme n'est pas très bien choisi, dont on pourrait ensuite copier les institutions dans un ensemble d'autres, dans d'autres territoires, pour d'autres populations, etc., etc. Ce sont toujours des institutions qui sont en perpétuelle transformation. D'où l'intérêt, mais ça je le redirai tout à l'heure, d'où l'intérêt de réfléchir en Suisse aujourd'hui à la démocratisation d'institutions qui, à mon sens, sont déjà démocratiques, en particulier les institutions de, enfin, ce qu'on appelle les mécanismes de démocratie directe précisément, mais aussi, comme l'a fait Thomas Wroblewski dans le canton de Neuchâtel, de réfléchir à une manière de démocratiser l'élection. Ça on verra. Bon, j'imagine que les personnes qui sont là sont un peu familiarisées avec ce thème-là, et minimum écouté Étienne Chouard, mais peut-être même lu Montesquieu, Rousseau et 2-3 autres, qui rappellent que les élections sont une procédure de sélection aristocratique des magistrats, au sens, disons, neutre du terme. L'élection, en effet, est censée sélectionner les meilleurs, c'est l'origine étymologique du terme Aristote, aristocratie, ou disons, si l'on veut avoir encore une présentation plus neutre d'un point de vue terminologique, c'est un système oligarchique de sélection des magistrats. Le terme d'oligarchie, lui, signifiant le pouvoir du petit nom. Oligoi, c'est les petits noms. Et qui, bien évidemment, est contrasté avec la démocratie qui, lui, est le pouvoir, qui est le pouvoir, alors ça devient un peu plus compliqué, du peuple, du grand nombre, du petit peuple, etc., etc. Ça, ce sont des discussions qui animent la pensée politique depuis à peu près 2500 ans pour voir qu'est-ce que c'est que le peuple dans la démocratie. On a évidemment deux types d'institutions qui sont séparées. Est-ce que la prise en compte du vote blanc, là aussi on y reviendra tout à l'heure, permet de démocratiser la démocratie? Je pense que ça peut le faire dans une certaine mesure, une mesure relativement faible tout de même, parce qu'on voit bien les limites de l'exercice. Néanmoins, cela ne signifie pas qu'il faudrait éliminer cette proposition. Mais il y a d'autres propositions qui me semblent plus importantes et plus urgentes dans le cas de la Suisse, et évidemment plus forte raison dans le cas d'autres pays, mais qui eux ne connaissent pratiquement pas les mécanismes référendaires, c'est des propositions et des idées d'amélioration des mécanismes référendaires eux-mêmes. Là, j'en mentionne seulement quelques-unes qui ont déjà été faites d'ailleurs, ou qui pour d'autres existent déjà au niveau cantonal, voire communal. On a voté il y a maintenant à peu près 10 ans, si je me souviens bien, sur une proposition de référendum constructif, par exemple, qui avait été refusée par le peuple et les cantons. C'était une initiative qui avait été lancée, d'ailleurs je ne sais plus exactement par quel groupe politique. Le référendum constructif, c'est quelque chose qui existe dans plusieurs cantons, c'est la possibilité d'attaquer par référendum, non pas une loi tout entière, comme on le fait aujourd'hui au niveau fédéral, mais une partie de loi. Un article, un ensemble d'articles, un titre dans une loi qui comporterait vraiment un nombre important d'articles, etc., etc. Exemple vraiment très, très rapide pour illustrer cela, ça signifie que lorsqu'il faudra lancer un référendum sur la prochaine révision de l'APS, donc des retraites, le référendum ne serait pas nécessairement lancé contre l'ensemble de la réforme, mais pourrait n'attaquer que la disposition qui, par exemple, ce sera sans doute le cas, prévoit que l'âge de la retraite des femmes est augmenté à 65 ans, étant donné qu'il est à 64 actuellement.
Donc c'est en fait pour permettre à un nombre, disons, désigné de citoyens, ce serait sans doute 50 000 en Suisse, comme pour les référendums facultatifs tels qu'ils existent actuellement, ce serait permettre à un certain nombre de citoyens de faire un travail parlementaire, c'est-à-dire de présenter un amendement à une loi, comme n'importe quel parlementaire peut le faire, et ensuite cet amendement et derrière la loi tout entière serait mise au vote. C'est quelque chose qui est tout à fait imaginable, qui ne poserait pas d'immenses problèmes, qui a sans doute été refusé par conservatisme au niveau fédéral, puisqu'encore une fois, ça existe dans plusieurs cantons. Ça, c'est une proposition. On peut même imaginer des propositions combinées, spécialement depuis que les dépouillements des bulletins de vote se font par ordinateur. C'est beaucoup plus simple, en fait, de combiner plusieurs votes et avoir des questions subsidiaires pour dire est-ce qu'on préfère la solution 1, la solution 2, etc. etc. C'est des choses qui pouvaient prendre pas mal de temps auparavant, comme vous aviez des bureaux de vote, qu'il fallait tout dépouiller, et ensuite reporter les résultats. C'est quelque chose qui serait plus simple aujourd'hui. Ça, c'est une idée, encore une fois, qui a été mise au vote, je crois, en 2003. L'autre idée très importante, qui n'a jamais réussi à passer le cap fédéral, malgré le fait qu'elle existe dans tous les cantons, c'est l'initiative législative. La dernière fois qu'on a voté dessus, en Suisse, c'était en 1961, ça avait été balayé à 80% des voix à peu près, tous les cantons avaient refusé. L'initiative législative, c'est une idée extrêmement simple, c'est le fait, de calquer en réalité le fonctionnement de l'initiative constitutionnelle telle qu'elle existe aujourd'hui en Suisse, au niveau fédéral, sur une loi. Donc vous auriez un certain nombre de citoyens. Alors la proposition de 61, c'était le même nombre de citoyens que pour les initiatives, il est un petit peu plus bas à ce moment-là. On pourrait imaginer un chiffre différent, qui permet donc de proposer une loi avec plusieurs avantages, évidemment. Premier avantage, il n'y a pas besoin pour qu'une loi passe d'une double majorité. Alors ça, c'est quelque chose qui intéresse plutôt la gauche, disons. Il suffit d'une majorité populaire, donc la majorité des cantons n'est pas nécessaire. Deuxième avantage, cela permettrait d'une certaine manière de mettre de côté, j'en reviendrai plus tard sur ce point-là, tous les débats sur les limites à apporter à l'exercice de la démocratie directe en Suisse, donc contradiction avec les droits fondamentaux, avec les textes supérieurs, etc. etc. L'initiative législative, et surtout si elle était plus simple à lancer que l'initiative populaire actuelle, devrait nécessairement, puisqu'on est dans un état de droit, être conforme au droit supérieur, à commencer par la Constitution suisse. Donc on pourrait imaginer un comité, collège, etc., une cour qui examinerait cette conformité et qui ensuite permettrait de mettre au vote une nouvelle loi. Plus, évidemment, éventuellement, disons, la conformité avec un droit supérieur. Et troisième avantage, ça permet évidemment de lancer des textes beaucoup plus précis. Là, je pense en particulier au vote de dimanche passé sur la caisse publique, qui, puisqu'il proposait un amendement à la Constitution, ne pouvait pas détailler de manière large le fonctionnement de cette caisse publique. Ça a déjà été le cas la première fois avec la caisse unique. Excusez-moi. Non, l'initiative s'appelait caisse publique pour dimanche passé, puisqu'il fallait la distinguer de la première, mais en effet, c'était une forme. Ça fait partie du débat, donc on ne va pas revenir dedans. Ce n'était pas vraiment une caisse unique, puisque ça aurait été des caisses cantonales. En même temps, c'était une uniformisation des primes sur un canton, peut-être même par région. Mais revenons pas là-dessus. Enfin, vous voyez de quoi je veux parler. Donc, le vote dimanche passé, qui bien sûr a dû être était un peu sibyllin, puisqu'on disait il y aura une caisse publique qui ensuite aura des agences cantonales, etc. etc. Et bien sûr que les opposants ont pu rentrer dans la brèche en disant ça, on ne sait pas comment ça va se passer, là ça coûtera plus cher, là ça coûtera moins cher, etc. etc. S'il y avait une initiative législative, le Parti socialiste en l'occurrence, ou un autre parti, pourrait proposer une loi remplaçant la Laval en entier, avec une centaine d'articles en disant voilà notre programme, notre projet de nouvelle caisse, et de ce point de vue-là, on discuterait sur des arguments plus concrets. Le débat serait, à mon sens, plus intéressant, il serait aussi un petit peu plus technique, parce qu'il faudra rentrer un peu dans le détail du texte, mais pour celles et ceux qui se souviennent du débat 1994 sur la Laval, c'était un débat de ce type-là. Le petit cahier sur la Laval, je crois que c'est le plus gros qu'on ait reçu depuis, je ne sais plus, 30 ou 40 ans. Il faisait 150 pages, il y avait l'ensemble de la loi, et c'était évidemment un sujet relativement compliqué. Mais en même temps, le débat est pour ça, pour clarifier les choses, dire tels amendements, tels articles ne sont pas très importants, mais d'autres, en revanche, apporteront des changements fondamentaux.
Donc l'initiative législative est une autre proposition de démocratisation de la démocratie, d'amélioration de la démocratie telle qu'elle existe actuellement au niveau fédéral en Suisse. Il y a ensuite d'autres outils qu'on pourrait imaginer. Référendum financier qui n'existe pas au niveau fédéral. On peut même imaginer un référendum financier obligatoire. Il existe dans la plupart des cantons. Au-delà d'une certaine dépense, d'une certaine somme, le référendum est automatique et donc il y a un vote populaire. On pourrait imaginer aussi l'introduction d'un autre outil qu'on appelle la révocation, c'est-à-dire la possibilité de lancer un référendum pour émettre un élu ou un magistrat, avec sous des conditions qu'il faudrait définir, ce qui pose certains problèmes. Il y a des cantons suisses qui connaissent la révocation, le canton du Tessin la connaît, il y a des magistrats communaux qui ont été bénis avec cet outil-là. Le cas le plus connu, ce sont les États-Unis, enfin certains États des États-Unis. Vous vous souvenez peut-être que Schwarzenegger était devenu gouverneur de la Californie après la révocation du gouverneur précédent. Donc c'est un système tout à fait classique. Il fallait rassembler X milliers de signatures, c'est un nombre assez élevé en Californie, pour provoquer un vote sur le gouverneur en place. Le gouverneur a été démis de ses fonctions et donc une nouvelle élection a eu lieu. C'est dommage que Thomas Wroblewski ne soit pas là parce que je pense que la commune de la Chaux-de-Fonds aurait été très intéressée à connaître cet outil l'année passée, au début de l'année, puisqu'on a eu quelques problèmes avec un de ses conseillers communaux. Je dis ça avec un sourire aux lèvres, mais en même temps je l'ai proposé tout à fait sérieusement, en leur disant la situation est institutionnellement complètement bloquée, l'existence d'un système de révocation aurait résolu le problème d'une certaine manière, puisqu'il y aurait forcément un groupe ou un autre. Il y a même une pétition qui avait été lancée, un groupe aurait lancé un référendum de révocation, et le vote aurait eu lieu. Et si Jean-Charles Lemay, pour ne pas le nommer, avait été confirmé dans son poste, et bien voilà, le conseil communal aurait dû faire amende honorable d'une certaine manière, le réintégrer sans doute dans un autre département, et le problème aurait été terminé. Alors que là, cet outil n'existait pas, on s'est tapé quand même une année de procédure à peu près, une montée jusqu'au tribunal général, une affaire pas possible et des coûts relativement importants. Au niveau fédéral, c'est un petit peu plus compliqué pour la révocation, ça poserait des problèmes pour le Conseil fédéral, les conseillers fédéraux, puisqu'ils ne sont pas élus par le peuple, donc il faudrait estimer si on peut avoir une révocation par un autre corps, c'est pas totalement impossible. Le président américain, s'il est révoqué, n'est pas révoqué par la population qui l'a élu, il est révoqué par le Sénat. On peut l'imaginer, mais ça poserait peut-être quelques problèmes. On pourrait l'imaginer aussi pour les parlementaires, évidemment, et là, face à un autre problème, c'est qu'il faut réussir à comprendre un système de révocation qui fonctionne avec une élection proportionnelle, puisque par définition, dans une élection proportionnelle, si vous avez plus que 2 sièges à repourvoir, chacun des candidats a obtenu moins de 50% des voix, donc ensuite vous pouvez attaquer n'importe lequel d'entre eux, et mathématiquement, si toutes les personnes qui n'ont pas voté pour lui votent contre lui dans un référendum de révocation sur son nom seul, eh bien toutes les révocations fonctionneraient. Mais bon, en même temps, on sait que l'esprit civique des Suisses n'irait pas nécessairement dans ce sens-là, donc on pourrait reconnaître la validité d'une élection et ne révoquer qu'une personne qui serait vraiment complètement à côté de son mandat. Mais disons que c'est un outil important, et encore une fois, un outil qui existe dans certains cantons suisses et dans un bon nombre d'États américains. Il y a les propositions de choix multiples aussi, c'est-à-dire où on pourrait se prononcer sur différents objets en même temps, avec des variantes, peut-être des choix pondérés, ça c'est quelque chose qu'on peut aussi imaginer, qui là aussi serait facilité par un dépouillement informatique. Et puis il y a des propositions un peu différentes, que je n'ai jamais vues avancer en Suisse, mais qu'on peut rencontrer chez certains auteurs. Il y a la question de la maîtrise du calendrier, qui est importante s'agissant de la démocratie directe et des procédures référendaires. Vous savez qu'aujourd'hui, les comités référendaires ou comités d'initiative ne maîtrisent pas le calendrier du vote, ils maîtrisent le moment du lancement de l'initiative. Le moment du lancement d'un référendum est déterminé évidemment par la publication de la loi, mais le lancement des initiatives est déterminé bien sûr par le comité d'initiative. En revanche, le moment du vote est déterminé par le Conseil fédéral, avec un certain nombre de mécanismes pas forcément très démocratiques. Tout à coup, on a 10 initiatives sur lesquelles on vote le même jour, meilleur moyen pour toutes les faire échouer sans vous faire rire et sans qu'il y ait de campagne en réalité.
On place, pour reparler du vote de dimanche passé, on place le vote sur la caisse publique 3 jours, sauf erreur, après la publication de l'augmentation des primes, ce qui était évidemment pas anodin. Donc si le comité d'initiative avait pu choisir la date de vote, il l'aurait placé en novembre plutôt qu'en septembre. Et enfin, ce sont des choses, la maîtrise du calendrier, ça, toutes les personnes qui ont un peu de sciences politiques le savent, ou de la politique tout court le savent. La maîtrise du calendrier est quelque chose de tout à fait fondamental en politique, et on pourrait imaginer une maîtrise du calendrier soit partagée, soit même totalement donnée au comité d'initiative. On pourrait très bien, par exemple, imaginer qu'une initiative soit mise nécessairement au vote, je sais pas, une année et demie après le dépôt de l'initiative, qui est aussi de la responsabilité du comité, et dans ce cas-là, les différents comités pourraient peut-être se coordonner pour essayer d'éviter que 2 initiatives qui sont soit contradictoires, soit trop proches, soient mises au vote le même jour. Enfin, on pourrait imaginer ce genre de choses, mais encore une fois, ça fait partie de l'invention institutionnelle qu'il faudrait retrouver. L'autre proposition, c'est une chose que j'ai trouvée chez Benjamin Barber dans un livre de 1984 qui proposait pour les référendums, c'est un philosophe politique américain, qui proposait que les référendums, comme les décisions du Parlement, soient soumis à une double lecture. Il y a un premier vote, et ensuite un vote de confirmation qui proposait de faire 6 mois plus tard, pour imaginer un autre délai, avec 2 débats et avec deux décisions qui doivent donc être convergentes. Ce système offre certains avantages. Alors, il offre comme avantage principal de ne pas faire dépendre une décision d'un moment trop particulier du calendrier. L'exemple est toujours le même. Si vous avez une initiative pour la réintroduction de la peine de mort pour, je ne sais pas quoi, des terroristes, des criminels particulièrement odieux, et que 3 jours avant le vote, vous avez un crime de ce type-là a lieu, évidemment que le résultat va être considérablement transformé. Le fait d'avoir un double vote permet d'avoir au moins un des 2 votes qui est séparé de l'événement. En même temps, il est aussi tout à fait clair qu'un double vote signifie quand même une prime au non, une prime au statu quo ou une prime au conservatisme, puisqu'il est plus difficile, bien sûr, de réussir 2 fois un vote positif qu'une seule fois. Et encore une fois, ce sont des propositions qui mériteraient d'être faites, et en particulier les 2 premières qui sont celles qui existent déjà aujourd'hui dans l'espace public suisse, à savoir l'initiative législative et le référendum constructif. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il me semble que les réflexions autour du vote blanc pourraient faire partie aussi d'une revivification, d'une démocratisation de la démocratie, s'agissant plutôt des élections que des référendums. Je suis assez réservé sur le fait de comptabiliser les votes blancs dans les référendums, puisque là aussi, là vous me direz que c'est un parti pris politique, ça devient une prime au conservatisme. Alors si on prend en compte les votes blancs, puisqu'il faudrait une majorité absolue, donc il est plus difficile de faire passer un référendum ou une initiative. Si l'on prend en compte les abstentions, ce qui est fait en Italie par exemple, où il faut une participation minimale de 50% pour que les référendums soient valables, le résultat des référendums soit valable, là aussi on a une prime au conservatisme, une prime au statu quo, puisqu'il y a en fait 2 manières de dire non. Vous pouvez dire non, vous pouvez vous abstenir. Et lors d'un des précédents votes s'opérant sur l'IVG en Italie, l'Église catholique n'avait pas avancé avec une position clairement négative, m'avait dit ne vous déplacez pas. Même chose, Berlusconi un jour, sur un des référendums, avait dit il fait beau ce week-end, allez à la plage, il ne se passe rien dans le pays ce week-end. Ce qui pose évidemment un problème politique tout de même. Donc je ne pense pas qu'il faudrait axer la réflexion là-dessus. Je pense plutôt qu'il faudrait s'interroger sur des moyens d'augmenter la participation, mais ça c'est un autre débat. Bien, alors ensuite, aujourd'hui il est évident qu'on va plutôt parler de questions institutionnelles, puisque c'est cela qu'on a été conviés suite à ce vote sur le vote blanc dans le canton de Neuchâtel. Ce que je peux peut-être faire pour essayer de meubler un peu le temps, c'est de reprendre quelques éléments historiques sur la démocratie directe en Suisse. Mais là, alors, il va falloir que je fasse un peu de l'improvisation, mais je pense que j'en ai quand même parlé suffisamment souvent, ça devrait fonctionner. Donc, bon, je ne sais pas à quel niveau d'information les gens sont sur la démocratie directe en Suisse. Donc il y a un certain nombre de choses dont il faut se souvenir.
pour ne pas se tromper sur le sens de la démocratie directe en Suisse. Il y a un certain nombre de mythes, notamment autour de cette démocratie directe. Le premier de ces mythes, c'est que la Suisse serait la plus vieille démocratie du monde. Là, il faut faire attention. Il faut rappeler que la Suisse, en tant qu'État, n'existe que depuis 1848. C'est un État qui est relativement jeune, c'est un État qui se crée dans le mouvement des nationalités du XIXe siècle. Donc, auparavant, ce que l'on avait, c'est, laissons de côté la première moitié du XIXe siècle qui est un petit peu particulière, mais jusqu'en 1798, on a une sorte de confédération de républiques, d'entités politiques extrêmement diverses. Et même le terme de confédération est déjà un peu trop fort et laisse supposer une unité un peu trop forte de ce que l'on appelait jusqu'à cette époque le corps helvétique, puisque en réalité vous avez un réseau très complexe de traités, de pactes et de non-agression, de défense mutuelle et ce genre de choses entre les différentes entités politiques qui constituent, qui recouvraient le territoire qui aujourd'hui est la Suisse. On ne peut pas aller beaucoup plus loin dans la description de cette espèce d'entité politique très bizarre. C'est une entité, dans une très large mesure, archaïque, résidu du Moyen-Âge, que l'on voit en Suisse du XVIe à la fin du XVIIIe siècle. C'est quelque chose qui était fréquent, qui existe en Italie, pendant le Moyen-Âge, qui va continuer dans une certaine mesure à exister dans le reste du Saint-Empire d'une manière moins extrême d'une certaine manière qu'en Suisse, mais qui donc demeure en Suisse sous une forme plus ou moins souveraine. Plus ou moins, parce qu'ils sont quand même sous protection du roi de France, ils doivent lui donner le plus gros contingent de mercenaires, donc non plus dans un système de souveraineté tel qu'on peut le comprendre aujourd'hui. Et l'ensemble de ces communautés sont en plus, les différentes communautés qui composent ce corps helvétique sont extrêmement diverses. Donc on a des entités monarchistes, monarchiques, comme Neuchâtel par exemple. On a ça c'est le gros troupe d'une certaine manière des villes à corporation, c'est Zurich, c'est Bâle, c'est Lucerne, c'est Saint-Gall également, qui sont les cités les plus puissantes de Suisse. On a quelques cités oligarchiques au sens propre du terme, notamment Berne, qui est elle la cité oligarchique la plus puissante du genre helvétique. Genève fait aussi partie de l'équipe. Et ensuite on a un certain nombre de communautés qu'on peut appeler un peu rapidement démocratiques. Démocratie un peu particulière, limitée à une toute petite partie de la population, etc., etc. Même si on a quand même quelques exemples intéressants, notamment celui des Grisons, qui fonctionne sur un plan plus authentiquement démocratique. Tout ceci est mis à terre en 1698, invasion française, ensuite avec un petit retour en arrière, période du pacte de 1815, et ensuite création de la Suisse en 1840. Les institutions de démocratie directe telles qu'on les connaît aujourd'hui n'ont rien à voir avec cette Suisse d'Ancien Régime. Tout ce qui s'est mis en place, d'abord au niveau cantonal, puis au niveau fédéral, l'a été dans des cantons qui ne faisaient pas partie des cantons qu'on qualifie généralement de démocratiques. C'est-à-dire que ça commence à Zurich, ça commence à Saint-Gall, ça commence en Argovie, ça commence à Schaffhouse également. Donc dans des cantons qui c'était pas les Waldstätten, c'était pas Glaris, c'était pas les Grisons. Sous la pression de ce que l'on appelle le mouvement démocratique, qui grosso modo correspond à la gauche de l'époque, et ensuite s'est mis en place dans les différents cantons, les uns après les autres, puis au niveau fédéral. D'où venaient les idées de référendum, d'initiative et autres qui ont été mis en place à la fois dans les cantons et dans la Confédération. Ça, c'est une autre chose, un autre mythe qu'il faut essayer de casser par rapport à l'histoire de la Suisse, c'est une importation de l'étranger. Une importation de deux endroits tout à fait précis, les États-Unis d'une part et la France d'autre part. Les États-Unis pour ce que l'on appelle le référendum constitutionnel, l'idée que les constitutions doivent être votées par le peuple et amendées par le peuple, c'est quelque chose qui vient notamment du Massachusetts, où a eu lieu ce que l'on considère comme étant le premier référendum constitutionnel dans les années 1770, si je me souviens bien, où d'ailleurs c'était un référendum assez intéressant parce que vous pouviez dire oui ou non à la Constitution et renvoyer vos amendements. Donc les gens, les bureaux électoraux ont reçu des milliers d'amendements à gérer d'une manière ou d'une autre. C'est un peu compliqué, c'est un premier essai, donc ensuite ils ont un peu recadré le fonctionnement de ces référendums constitutionnels, mais disons que c'est à ce moment-là, aux États-Unis, dans les colonies américaines, dans les différentes entités qui vont constituer les États-Unis ensuite, que sont inventés les référendums constitutionnels.
S'agissant de la France, c'est la Constitution girondine de 93, qui n'a jamais été mise en place, qui est utilisée par la Suisse et qui invente, d'une certaine manière, le référendum facultatif, c'est-à-dire la possibilité d'attaquer une loi qui a été votée au Parlement. Une fois, tous ces outils n'existaient pas dans la Suisse d'Ancien Régime. Il y avait d'autres choses dans la Suisse d'Ancien Régime qui peuvent faire penser à la démocratie, mais qui n'étaient pas ce type-là d'outils. Et notamment un outil un peu particulier qui s'appelle justement le référendum, donc c'est un peu compliqué. C'est la première utilisation du terme référendum, c'est dans les grisons, mais c'était un système complètement différent où toute décision qui était prise au niveau des ligues devait revenir dans toutes les communes, donc on en référait aux communes pour savoir si la décision pouvait être prise. Évidemment, c'est un système qui n'existe plus dans la Suisse à partir du XIXe siècle. Donc, influence, importation des États-Unis d'un côté, importation de la France de l'autre, pour mettre en place ces outils en Suisse, dans les cantons d'abord, comme je l'ai dit, et ensuite au niveau fédéral, avec une histoire qui, elle aussi, est relativement compliquée. En 1848, quand la nouvelle constitution, la première constitution suisse est mise en place, le seul outil de démocratie directe qui existe est le référendum obligatoire, c'est-à-dire le référendum pour les modifications de la Constitution ou la révision complète de la Constitution. Jusqu'en 1866, c'est-à-dire presque 20 ans d'histoire de la jeune République helvétique, il n'y a aucun vote au niveau fédéral. En 1866, il y a une série de 7 ou 8 votes, sauf erreur. Tous sont refusés sauf un, les amendements constitutionnels qui ont été proposés par le Parlement. Et ensuite, en 1872, puis 74, une révision totale de la Constitution, d'abord refusée en 72, acceptée en 74. Et c'est cette révision complète de la Constitution fédérale qui introduit le deuxième outil, c'est-à-dire le référendum facultatif. Donc l'importation de la France. À partir de ce moment-là, en effet, le système change assez profondément tout de même. Les radicaux se sont un peu fait avoir sur l'affaire parce qu'ils n'ont pas tout à fait compris l'implication de cette nouvelle règle. Et on va assister à partir de 1874 à un nombre beaucoup plus important de votes, ce qui va placer à partir de ce moment-là la Suisse dans un cas comme un cas à part parmi les autres pays du monde. C'est-à-dire tout à coup, les Suisses, les citoyens suisses vont commencer à voter alors que les autres ne le font pas, outre pour les élections. Cette victoire démocrate de 1874 est obtenue non pas simplement sous pression des mouvements démocrates, qui sont toujours là, mais dans une conjonction politique avec ce que l'on appelle à ce moment-là les catholiques conservateurs, c'est-à-dire les ancêtres de l'actuel PDC, qui ont été défaits durant la guerre du Sonderbund, qui sont donc les perdants de la nouvelle construction politique suisse, mais qui vont comprendre l'intérêt d'avoir un référendum facultatif, bien sûr, puisqu'il leur permet d'attaquer des lois votées par un Parlement et proposées par un Conseil fédéral, très large majorité radicale. Le Conseil fédéral est purement radical, libéral radical, jusqu'en 1891. Donc on a là une coalition un peu particulière entre en fait, les gens qui sont très à droite et conservateurs et les progressistes, ou les faire court, de la Suisse. Et il faudra attendre ensuite 1891, donc la fin du XIXe siècle, pour que le troisième outil que l'on connaît au niveau fédéral soit introduit, à savoir l'initiative populaire. Là aussi, avec une conjonction de force entre la gauche, le Parti socialiste existe à ce moment-là puisqu'il est fondé en 1888, à nouveau les catholiques conservateurs, qui mettent en avant cette possibilité d'amender, de transformer la Constitution fédérale avec la signature à ce moment-là de 50 000 citoyens, et citoyens, comme on les appelait, citoyens actifs, c'est-à-dire uniquement des hommes, jusqu'en 1971. Et à partir de ce moment-là, disons, le système de démocratie directe en Suisse est à peu près, les différents outils sont plus ou moins figés. Il y aura encore quelques transformations. Il y a dans les années 20, sauf erreur, un élargissement du type de traité qui peut faire l'objet de référendum. On a ensuite des petites adaptations, notamment le nombre de signatures qui a augmenté, qui est quasi doublé, enfin qui passe de 30 000 à 50 000 pour les référendums, de 50 000 à 100 000 pour les initiatives en 1977. Bien sûr, un vote qui doit passer par le souverain, c'est un vote populaire.
puisque les chiffres figurent dans la Constitution, mais ce qui laisse le nombre de signatures, bon, il est augmenté aussi parce que le corps électoral avait doublé du jour au lendemain en 1971, puisque les femmes ont acquis le droit de vote au niveau fédéral, mais qui reste un nombre de signatures faible en comparaison internationale. Si vous prenez d'autres entités politiques qui connaissent des référendums et des initiatives, que ce soit les États américains, que ce soit les États sud-américains, qui sont parmi les plus grands utilisateurs de démocratie directe dans le monde, que ce soit l'Italie, le nombre de signatures en Suisse est beaucoup plus faible. C'est la même chose dans les cantons, d'ailleurs, il y a quelques variations. Certains des cantons suisses romands sont plutôt plus élevés que le niveau fédéral, et on a quelques cantons suisses allemands qui sont en dessous, notamment le canton de Zurich, où vous avez un nombre de signatures pour les référendums, je crois, qui se situe aux alentours d'un demi% du corps électoral. Au niveau suisse, aujourd'hui, on est à 1 et 2%, c'est-à-dire le référendum correspond à 1% du corps électoral, donc les 50 000 signatures, l'initiative, grosso modo, à 2%. Petite parenthèse, dans le canton de Zurich, vous avez même un outil encore plus intéressant, c'est l'initiative individuelle, c'est-à-dire un citoyen peut proposer une modification d'une loi ou de la Constitution zurichoise après passage au Parlement. Il vous faut une minorité au Parlement, c'est-à-dire si vous avez, je ne sais plus les chiffres en tête, je crois que c'est 40 députés au Grand Conseil qui vont compter 200, vous pouvez faire passer votre proposition au vote devant l'ensemble de la population. Quelque chose de tout à fait révolutionnaire et qui n'existe pas dans les autres cantons. La seule disposition comparable, c'est peut-être la Landsgemeinde glaronnaise, où là aussi, un citoyen, le jour de la Landsgemeinde, peut venir avec des amendements à la loi qui est discutée. Je suis encore allé cette année, ça a eu lieu, et c'est très impressionnant, puisque un citoyen arrive et dit bonjour, Lieberlein, comme ils disent, j'ai bien lu ce qu'on a reçu, moi je pense qu'il faut changer ceci, qu'il faut mettre plutôt ce chiffre-là que ce chiffre-là, ajouter un article, etc. Et le Landamman est contraint, bien sûr, de mettre au vote la proposition, devant réfléchir en direct d'une certaine manière à l'opposition aux différents amendements qui sont faits. Alors là, cette année, il y a eu un vote qui a pris passablement de temps parce qu'il y avait une dizaine d'amendements qui ont été faits au moment de la Landsgemeinde, et donc il a dû opposer les votes les uns après les autres, faire voter les gens. Donc vous avez 5 minutes de vote qui se passent assez rapidement, compte tenu du fait qu'il y a des milliers de personnes qui votent, et ensuite la décision finale est prise. C'est quelque chose qui peut avoir des effets assez intéressants pour Clarisse. Il y a quelques années, un jeune, en plus, avait proposé, il y avait une discussion sur la réduction du nombre de communes dans le canton. L'organisation communale glaronnaise est extraordinairement complexe. Le gouvernement et le Parlement avaient fait une proposition de réduction de une dizaine de communes, et quelqu'un a été monté à la tribune en disant pourquoi pas 3, limitons à 3 communes, et le vote était passé. C'était relativement serré, mais le vote était passé, et donc le canton de Clarisse aujourd'hui n'a plus que 3 communes, du fait d'une proposition qui a été faite par un citoyen lors d'une Landsgemeinde. Bien, alors, je ne sais pas si ça replace peut-être quelques souvenirs, ces indications. Depuis le début, pratiquement, enfin depuis 1874 en tout cas, les outils de démocratie directe en Suisse ont été attaqués par différentes forces politiques, sous différents mouvements d'ailleurs, et je vous lis un texte qu'on pourrait voir dans la presse d'aujourd'hui, mais qui date de la fin du XIXe siècle. Au point de vue politique, le fonctionnement du droit d'initiative commence à inquiéter les esprits pondérés. On craint que grâce à l'abstention de la majorité du corps électoral, quelques énergumènes habiles, dont l'art de soulever les passions populaires, n'arrivent à introduire dans la Constitution les propositions les plus saugrenues. Vous avez peut-être vu que ce printemps, la chancellerie fédérale avait lancé un groupe de réflexion précisément pour contrer ces propositions saugrenues et les menées de quelques énergumènes habiles. Donc, danger ou la prétendue menace semble demeurer pour une partie des élites politiques suisses, l'une des raisons pour lesquelles j'avais écrit ce petit livre il y a quelques années, et je pense qu'on trouve une remarquable continuité dans les arguments qui attaquent la démocratie directe. Le premier des arguments étant évidemment l'incompétence des électeurs, l'incompétence des citoyens qui seraient incapables de se prononcer sur des affaires importantes de l'État. Et là, on retrouve toujours le même type d'argument qui est emprunté. Il y a toute une très très longue tradition d'arguments antidémocratiques, mais que
que l'on peut retrouver de manière relativement pure dans un livre qui était paru pour la première fois en 1942 aux États-Unis, qui s'appelle Capitalisme, socialisme et démocratie. C'est un livre de Joseph Schumpeter, qui est un économiste autrichien qui s'était exilé aux États-Unis, et qui disait que lorsque le citoyen commun se mêle de politique, son niveau de rendement mental régresse au niveau pratiquement des animaux, de la foule des cérébraux, je sais donc. Et ce qui est très lisez le passage parce qu'il est vraiment savoureux. Alors, il utilise toute une série de travaux de psychologie des foules et ce genre de choses, qui effectivement était assez fréquent à partir de la fin du 19e siècle. Vous avez toute une série de travaux là-dessus. Alors vous avez Le Monde dans une certaine mesure, vous avez Tarde, vous avez Pareto plus tard, etc. Mais alors Schumpeter, qui en tant qu'Autrichien connaissait un tout petit peu la situation du centre de l'Europe, ajoute: on m'opposera l'exemple suisse. Et là, alors, il dit quelque chose d'encore plus savoureux: la Suisse, de toute manière, ce n'est qu'un peuple de paysans dont les problèmes sont tellement simples qu'ils sont immédiatement compris par tout le monde et donnent forcément des solutions plus ou moins raisonnables. Donc ça, c'est un passage tout à fait intéressant. Alors il faut ajouter, c'est d'ailleurs étrange que Schumpeter avance ce genre de choses, en plus en 1942, les problèmes qui se posent à la population suisse ne sont pas des problèmes qui ne concernent que les paysans, bien sûr. On a voté sur des affaires tout à fait fondamentales et qui entraînaient des enjeux qui dépassaient de très loin les seuls enjeux de la Suisse. Je prends souvent l'exemple de l'extension des accords bilatéraux, notamment à l'étranger, pour dire que les Suisses ont été les seuls à voter sur l'extension de l'Union européenne, d'une certaine manière, avec des accords qui étaient compliqués, qui étaient très longs, qui étaient difficiles de comprendre en entier, que personne ne comprenait complètement en entier, mais sur lesquels il fallait néanmoins se faire une opinion. On peut prendre l'exemple de la Laval en 1994, on peut prendre toute une série d'autres exemples sur des affaires internationales notamment, où les citoyens suisses votent sur des questions particulièrement compliquées. Et cet argument est toujours repris, bien sûr, et se fonde généralement sur une variation ou une autre d'un vieil argument qui est celui de l'augmentation de la complexité des sociétés. C'est un argument que vous trouvez à la fin du XVIIIe siècle, chez les constitutionnels américains, pendant la Révolution française également, et à d'autres moments, où l'on dit, bien sûr, la démocratie est la meilleure des choses, ce serait très bien de pouvoir se gouverner comme les Athéniens, ou comme les petites républiques italiennes, mais en même temps, nos sociétés sont trop grandes, c'est toujours le premier argument, et trop complexes pour pouvoir le faire aujourd'hui, et donc il faut déléguer à un certain nombre de personnes le soin des affaires politiques. Et en particulier des affaires politiques les plus importantes, les plus graves, les plus dangereuses, les plus complexes, etc., etc. Alors cet argument, à mon sens, les deux arguments d'ailleurs, et celui de la taille et celui de la complexité, ne tiennent pas complètement. Celui de la taille, s'agissant de la Suisse, alors, ne tient pas quand on compare la Suisse avec d'autres systèmes. Il est un peu plus compliqué à traiter si on compare Athènes à la France ou aux États-Unis. Mais s'agissant de la Suisse et des autres pays, je rappelle généralement aux gens qui en effet ont une image de la Suisse comme une espèce de Luxembourg à peine plus étendue, ou de Liechtenstein à peine plus étendue, je leur dis, vous savez, si vous prenez la liste des pays de l'Union européenne, la Suisse se situe à peu près au milieu, donc il y a 8 millions d'habitants, et il est évident qu'à 8 millions d'habitants ou 5 millions de citoyens, grosso modo, on ne va pas pouvoir se rassembler sur la place fédérale à Berne pour décider à main levée. De toute manière, on est dans un autre ordre de grandeur. La démocratie de face à face ou la démocratie directe au sens Landsgemeinde ou au sens athénien du terme, on peut raisonnablement penser que la limite de population elle est à peu près atteinte par le nombre de citoyens qui vivaient à Athènes, d'après les estimations qu'on a, ou par le nombre de personnes qui vivent aujourd'hui dans le canton de Garis, c'est-à-dire 30 000, 40 000 personnes à peu près. Et en plus, quand même sous réserve qu'ils ne viennent pas tous, tout le temps, aux assemblées. On a entre 5 et 10 000 personnes en général, et à Athènes, apparemment, c'est à peu près la même chose. On a en plus calculé par rapport à ce qu'on connaît le lieu de l'assemblée athénienne. En effet, on ne pouvait pas aller au-delà de 10 000 personnes qui s'assemblaient en même temps. Sans compter évidemment qu'à Athènes, il y a un autre problème, c'est qu'il n'y avait pas de micro ni de sono, donc il fallait aussi avoir un système pour faire entendre des discours relativement loin. Alors, avant l'invention
de la Sono, on avait des systèmes, hein, c'était connu notamment dans les grands meetings de gauche, c'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui répétaient les discours derrière, peut-être que ça se passait aussi à Athènes. Dans tous les cas, c'est quand même plus compliqué à organiser, il y a quand même des limites physiques. Mais le problème n'est pas là du tout, évidemment, puisqu'il ne s'agit pas d'organiser une Landsgemeinde suisse à 5 millions de personnes, ni à Paris ou à Washington, je ne sais pas où, pour l'ensemble du pays, mais il s'agit de se demander si les outils de démocratie directe qui existent en Suisse actuellement, donc référendum, initiative, y compris avec les autres que je proposais tout à l'heure, pourraient être utilisés au niveau national, en France, aux États-Unis, en Allemagne, en Italie c'est déjà plus ou moins le cas, ou en Russie, ou ailleurs. Et la réponse me semble clairement oui. Il n'y a pas de raison que ces pays ne puissent pas décider sur ces questions-là de la même manière que les Suisses. Même si on peut prendre toute une série d'arguments en disant attention, ils n'ont pas l'habitude, ça va poser quelques problèmes, peut-être, mais les Suisses en 1874 n'avaient pas l'habitude non plus, ni en 1891, il a fallu quelques ajustements, il y a eu quelques dérapages sans doute par moment, mais encore une fois, il me semble de toute manière que les éventuels dérapages, s'il y en a eu de la démocratie directe, ne sont rien par rapport aux très nombreux dérapages des systèmes non démocratiques, on n'entraîne pas là-dessus, mais des systèmes parlementaires tout à fait classiques. Il y a aussi les exemples tragiques du XXe siècle ne sont pas arrivés par l'action référendaire, des citoyens. Ça a toujours été via des élections ou des prises de pouvoir violentes. Que l'on songe à l'Allemagne, que l'on songe à l'Italie, que l'on songe à la France, c'est-à-dire le vote des pleins pouvoirs du maréchal Pétain, que l'on songe à la Russie en 1917, ce ne sont pas des référendums qui mettent au pouvoir les dictateurs. Jusqu'à preuve du contraire. Peut-être arrivé à Athènes, ça c'est un peu plus compliqué. Bon, ça c'est pour l'argument des élites. Est-ce qu'on a des nouvelles c'est pas que je peux arrêter de parler. On a effectivement quelques nouvelles là, donc ils sont en route entre Genève et Lausanne, M. Wroblewski et M. Choix. Donc ce qu'on va faire, on va suivre encore peut-être le temps que vous concluiez, ensuite on passera aux questions et on fera une petite pause jusqu'à leur arrivée. Il y a quelqu'un qui va les chercher à la gare. Ils arrivent ici en voiture directement. C'est M. Wroblewski qui viendra en voiture à la compagnie de Choix et ensuite je vais les chercher. On peut déjà poser des questions. Oui, on peut passer à la partie des questions parce que c'est. Je peux envoyer des points. Vous avez un deuxième argument. Contre la démocratie directe. Le deuxième argument, si vous voulez évoquer, ça parle des deux arguments, vous avez évoqué un ou trois. C'était sans doute l'argument des droits fondamentaux. Je pense que c'est à cela que l'on pensait. C'est la complexité des sociétés. La complexité. Oui. Ah oui, non, là c'est plus réduit. En effet, j'ai plutôt parlé de la taille que de la complexité. Non, sur la complexité des sociétés, alors là c'est un peu plus compliqué d'arriver avec des arguments extrêmement clairs. Mais quand on songe, je préfère prendre un exemple pour essayer de faire comprendre les choses. Quand on songe au type de décision, notamment ce qu'on appelle la politique internationale aujourd'hui, les rapports entre la cité, son entité politique et les autres, au type de décision que devaient prendre les Athéniens de l'Antiquité, ou les Florentins du Moyen-Âge, ou les Grisons d'ailleurs de l'époque moderne, du XVIe ou XVIIIe siècle, on se dit que les questions de politique internationale que les citoyens suisses doivent traiter aujourd'hui sont d'une remarquable simplicité. Quand vous devez anticiper les réactions de dizaines, voire de centaines d'entités politiques différentes, avec lesquelles vous n'avez pas des contacts directs, vous n'avez pas de télévision, il n'y a pas Internet, vous ne savez pas exactement ce qu'ils pensent, il faut se dire où, attention, l'héritier vient de prendre le pouvoir en Autriche, ou sur le trône XY, donc il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on lui envoie un peu d'argent, ou des mercenaires, je ne sais pas quoi, qui étaient des questions traitées quotidiennement par les Grisons, par exemple, qui, si on prend l'exemple athénien, est-ce qu'on envoie une flotte en Sicile, est-ce qu'on envoie une flotte ici, est-ce qu'on va massacrer la population de telle île, je ne sais pas quoi, c'est des questions, relisez Thucydide, c'est des questions tout à fait concrètes. On est à un niveau de complexité politique qui s'approche plutôt des réflexions du département d'État américain ou de ce que l'on peut voir, je ne sais pas, dans n'importe quelle chancellerie des plus grands pays aujourd'hui, et c'était des questions qui étaient traitées en place publique. Donc sur ce plan-là, le plan de la politique internationale, je pense au contraire qu'on est dans une époque de très grande simplicité.
Ensuite, sur le fonctionnement de la société, on peut en effet me poser un certain nombre d'exemples. Voilà, on a un État qui est important, on a des lois qui sont beaucoup plus compliquées, etc., etc. Et là aussi, je demande à voir. C'est-à-dire, si on prend l'ensemble des règlements qui régissaient même des toutes petites communautés, hein, que ce soit Athènes évidemment, ou des communautés alpines, on peut aussi dire sans doute que la complexité du fonctionnement de ces sociétés était au moins aussi grande que les sociétés actuelles. Il y a toute une série d'éléments qui, à mon avis, contredisent cet argument de la complexification. Ne songeons qu'à une seule chose, c'est l'égalité juridique entre tout le monde. Ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Vous aviez dizaines de statuts différents. Vous savez qu'en Suisse, pendant longtemps, le fait de ne pas être ressortissant d'un canton ne vous donnait pas l'ensemble des droits. Prenons l'exemple des communes laronnaises également. Je vais essayer de me souvenir à peu près du problème, parce que c'est extrêmement complexe, jusqu'à il y a quelques années. Les communes laronnaises, ce n'était pas un ensemble de communes juxtaposées. Vous aviez des communes politiques, vous aviez des communes scolaires, un autre nom, et vous aviez des communes qui ont encore un autre nom, mais religieuses. C'est une espèce de circonscription religieuse, en sachant en plus que le canton de Glaris a la particularité ensuite, pour quelques-uns comme ça, d'être séparé entre catholiques et protestants. Donc vous aviez trois types de communes différents, juxtaposés, superposés, en couvrant les mêmes personnes ou pas les mêmes personnes, les mêmes territoires ou pas les mêmes territoires. Donc vous pouviez faire partie d'une commune ecclésiastique catholique en étant dans une telle commune scolaire, dans telle autre commune politique, et il fallait gérer ce type-là de problème. Et ça c'est typiquement une situation, une espèce d'héritage d'un vieux républicanisme avec des institutions qui se superposent les unes après les autres, ça fait des siècles de fonctionnement, que l'on n'a plus du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, on habite dans une commune ou dans une autre commune, on est ressortissant d'un canton ou d'un autre canton, et si vous passez d'un canton à l'autre, vous n'allez pas pouvoir brandir le traité de combourgeoisie entre Berne et Lausanne, je ne sais pas quoi, Berne et Fribourg, disons, pour dire en fait j'ai des droits à des grains, telle corporation doit même m'accepter. Regardez, c'était ce type-là de problème qui se posait dans les petites républiques dans l'Ancien Régime. Donc je pense qu'il faudrait, mais là il y aura un vrai travail à faire, je pense qu'il faut être beaucoup plus prudent par rapport à cette question de la complexification des sociétés. Voilà, on peut passer... Juste une petite précision, je viens d'un canton du Valais, on est peut-être un peu arriéré, mais c'est toujours les bourgeoisies en Valais. Et les bourgeoisies ont des avantages financiers dans les hôpitaux, dans les écoles, et ça existe toujours, même l'évêché. Enfin, la Suisse, c'est toujours aussi Suisse au pluriel, canton au pluriel, démocratie au pluriel. C'est ça que je veux dire. Parce qu'il n'y a pas mentionné la bourgeoisie en Suisse. Mais ça existe toujours. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus. Oui, mais là aussi, il y a des changements importants entre cantons. Dans toute une série de cantons, quand on parle de bourgeoisie, effectivement, c'est simplement l'acquisition du droit de cité et donc de la nationalité suisse, cantonale plus suisse. Mais dans d'autres cantons, vous mentionnez Valais, c'est aussi le cas d'une bonne partie des cantons suisses allemands, si je ne me trompe pas, ça donne droit, en effet, à un certain nombre de privilèges qui sont des résidus, d'une certaine manière, des choses qui se sont accumulées au fil des ans et qu'on conserve d'une manière ou d'une autre. Là-dessus, c'est pratiquement le droit coutumier, d'une certaine manière. Oui. Je vais utiliser la complexité croissante des sociétés comme point d'entrée du discours d'Étienne. Je suis assez proche de lui. Je pense que là, il avancerait le concept de chambre de contrôle tiré au sort. Donc je vais être très bref. Ça me semblerait un outil utile pour toute démocratie. C'est-à-dire, on a besoin de représentants comme serviteurs, mais il faut qu'à tout moment, on puisse les contrôler. N'avoir qu'un droit d'initiative pour dire non, ce que vous faites là, on n'en veut pas, c'est lourd. Par contre, si on a une chambre de 500 personnes renouvelée tous les 6 mois et tirée au sort et qui surveillent, et puis s'il y a un problème, là, ils sortent les caniveaux. Ça peut être très utile. Ça permet de rappeler l'importance de ce que les anciens Athéniens appelaient, c'est une traduction évidemment, mais la remise des comptes. Dans la cité athénienne, et ça permet aussi de nous amener à la question du tirage au sort. Dans la cité athénienne antique,
la quasi-totalité des magistrats étaient tirés au sort. Les seuls importants qui n'étaient pas tirés au sort, c'était les stratèges, donc les chefs de l'armée, l'organe collégial qui était en effet élu. Tous ces magistrats qui s'occupaient, je ne sais pas, du port, des arsenaux, de l'approvisionnement en sel, que sais de l'entretien des routes, étaient donc tirés au sort, généralement pour l'année, mais à la condition, vous pouvez refuser le poste la plupart du temps, mais à une condition, bien sûr, qui se soumet à cette procédure de remise des comptes. Et la procédure de remise des comptes à Athènes était faite par un petit jury, c'était pas très nombreux si je me souviens bien, tiré au sort précisément, et qui examinait donc les comptes, qu'est-ce que le magistrat avait fait pendant son année en fonction, donc est-ce qu'il avait dépensé, est-ce qu'il avait bien utilisé l'argent, etc., etc. Les décisions de ce jury pouvaient être assez graves. Elles pouvaient aller jusqu'à l'ostracisme, c'est-à-dire l'exil, de demander à partir, ou des amendes très importantes, le remboursement des frais engagés, etc. Ce moment de reddition des comptes, c'est quelque chose d'absolument fondamental pour les magistrats, pour toutes les personnes qui vont, en effet, mettre en musique la politique décidée collectivement. On est tout à fait d'accord que ça ne fonctionne plus dans des villages de 15 habitants où tout le monde fait tout. Même dans une petite ville, il faut un certain nombre de magistrats qui s'occupent des choses au jour le jour, payer les factures, payer les fonctionnaires, s'occuper de toute une série de choses, etc. C'est tout à fait évident, mais les Athéniens le savaient aussi, hein, c'est pour ça qu'ils tirent au sort des gens. En fait. Ils savent bien qu'ils ne peuvent pas tous ensemble aller gérer l'arsenal ou aller gérer les routes ou je ne sais pas quoi. Castoriadis prenait un exemple très amusant. Vous savez, même dans une assemblée ultra-démocratique, si l'ampoule de l'assemblée grille, vous êtes bien obligé de désigner quelqu'un pour changer l'ampoule. On ne va pas le faire à 150. Donc, voilà. C'est comme ça que ça commence la délégation. Le problème, c'est que ce n'est pas la personne qui change l'ampoule qui va forcément décider quel modèle elle va acheter. Elle va en acheter 3000 à son copain qui produit des ampoules, etc. On paye bien en les frais de collectivité. C'est là où les questions politiques commencent à se poser. Et évidemment, sur l'action pratique, il faut bien des délégations, d'une certaine manière. Non pas une représentation, mais une délégation. C'est bien là l'enjeu autour de ces deux termes. Donc qu'il y ait des magistrats, c'est tout à fait fondamental. Qu'ils soient d'ailleurs élus, si on pense qu'il faut un certain nombre de compétences, et je ne vais pas tirer au sort le médecin qui va m'opérer, de celui qui fait fonctionner le barrage de la grande Vicence, et qu'ensuite on ait un contrôle après, c'est tout à fait important. Et le problème dans les systèmes électoraux classiques, c'est que ce moment de remise des comptes, alors n'est pas fait par des citoyens tirés au sort, mais surtout que l'élection ne permet pas de faire cela. Parce qu'elle mélange deux choses en même temps. Même en admettant, ce qui n'est pas ma position, je ne pense pas que ce soit la position de la plupart des gens ici, en admettant qu'il faille des compétences particulières, objectives pour diriger une communauté. Que la compétence politique soit inégalement répartie. Même en admettant cela, en disant il faut élire le dirigeant, XY, il faut élire notre maire, il faut élire le président du Conseil d'État, je ne sais pas quoi. De toute manière, il faudrait un système qui soit fait en deux morceaux, c'est-à-dire un premier morceau où l'on juge des personnes qui ont occupé le poste avant, législature précédente, en disant est-ce qu'on les garde ou est-ce qu'on les autorise à se représenter, est-ce qu'on pense que la personne ou les personnes ont fait du bon travail ou non, et ensuite, dans un deuxième temps, il y aura une élection sur la législature à venir. Et l'élection actuelle, elle confond d'une certaine manière les deux moments. On pourrait résoudre le problème en disant que tous les mandats sont non reconductibles. C'est une possibilité. En disant, de toute façon, vous faites 5 ans de président de la République française, vous ne pouvez pas vous représenter, et à la limite, là, alors soit on fait une élection, soit on fait un vote pour savoir si le travail a été bien fait ou non, soit on tire au sort ou on sélectionne d'une manière ou d'une autre un comité de sélection, soit-même, alors ça c'est la position la moins radicale, on demande, je sais pas, au Conseil constitutionnel d'évaluer le travail pendant ces 5 ans, et puis ensuite on passe à quelque chose d'autre, et donc à quelqu'un d'autre. On peut aussi imaginer ce système en deux temps qui permettrait d'éliminer la personne qui n'aurait pas fait le travail qu'on espérait d'elle, d'une certaine manière, et ensuite de sélectionner un autre. Vous voyez bien l'exemple plus caricatural de l'actualité française, enfin de la France contemporaine, c'est évidemment l'élection présidentielle de 2002. Je pense que personne n'était content du premier mandat de Jacques Chirac, mais il finit avec 82% d'opinion favorable, de vote favorable, pour la simple et bonne raison que face à lui,
il y avait un candidat pour lequel personne n'était, enfin personne, à part les 18% qui ont voté pour lui, mais que toute la gauche et une bonne partie de la droite n'étaient pas prêts à voter pour lui. Donc là, vous avez très clairement un exemple où les deux logiques de l'élection se sont confrontées et vous donnent un résultat qui en fait n'est pas celui du contrôle du magistrat sortant. Il y a d'autres questions. Puisqu'on parle de la nécessité d'avoir des magistrats, j'aimerais savoir ce que vous pensez du mandat impératif. Déjà, est-ce que ça peut être un moyen de le contrôler? Ensuite, une deuxième question par rapport à ça. Est-ce que ça serait possible d'introduire en Suisse par rapport au cadre constitutionnel et institutionnel? Le mandat impératif, c'est une vieille invention, hein. Elle ne date pas d'hier, et elle est plus ancienne que l'élection d'une certaine manière. Si vous voulez un exemple très parlant de mandat impératif, vous pouvez aller regarder encore une fois le fonctionnement des communautés grisonnes sous l'Ancien Régime. Quand on envoie quelqu'un à la négociation au niveau de la juridiction de la Ligue tout entière, il a un mandat impératif. Et donc il sait qu'il a un certain nombre de choses à défendre, qu'il va dire qu'il va voter ceci, 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 il peut y avoir une discussion, une éventuelle négociation, et tout ce qui excède son mandat de négociation doit être référé précisément aux personnes qui vont envoyer. C'est exactement ce qu'on fait avec un ambassadeur, par exemple. Donc l'ambassadeur américain, l'ambassadeur suisse va dans un autre endroit, va négocier quelque chose, il a une feuille de mission, une lettre de mission, il sait jusqu'où il peut négocier. Si la négociation excède sa mission, il peut évidemment revenir à Washington pour demander s'il peut le faire ou non. Le mandat impératif a été également utilisé dans toute une tradition du mouvement ouvrier. Je citais la Hongrie en 1956 tout à l'heure, vous avez un exemple très clair du mandat impératif. Les délégués qui sont envoyés dans les fédérations de conseil sont toujours accompagnés de mandat impératif. Ce qui a un grand avantage, c'est qu'on ne palabre pas pendant des heures, c'est-à-dire chacun sait ce qu'il va défendre, et là, une majorité ou une minorité. Ce qui peut avoir certaines fois un petit inconvénient, c'est-à-dire s'il faut revenir, s'il y a des décisions urgentes à prendre, qu'il faut revenir systématiquement dans les communautés, ça peut en effet prendre passablement de temps. Et là, l'exemple suisse, disons aussi, mais suisse de manière générale, peut servir d'une certaine manière d'avertissement, puisque la Suisse d'Ancien Régime fonctionnait comme ça dans les diètes. Les délégués, les ambassadeurs d'ailleurs du canton, des différentes communautés à la diète étaient unis de mandat impératif, ne pouvaient en aucun cas prendre des décisions tout seul. Évidemment, quand vous faites ça au XVIe ou XVIIe siècle, il n'y a pas de téléphone, ça vous prend 3 jours pour aller jusqu'à Genève, ou je ne sais pas quoi. C'est beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, il suffit d'un téléphone, et puis vous pouvez, si vos mandataires sont rassemblés quelque part, un coup de téléphone, et le problème est réglé en 3 minutes. Ça ne pose suffisamment aucun problème. L'exemple de ce type-là de fonctionnement de mandat impératif, on le trouve peut-être plutôt dans les sections parisiennes lors de la Révolution française. Dans les premières années de la Révolution française, on est à Paris, donc c'est un espace territorial relativement limité. Vous avez des délégués avec mandat impératif qui peuvent revenir vers leur mandataire, même à la limite plusieurs fois par jour. C'est quelque chose qui est imaginable. Donc voilà pour le cadrage de la question du mandat impératif. Sur l'utilisation, par exemple, pour le Parlement fédéral. Alors, le mandat impératif, il signifie quand même, il y a un certain nombre de conséquences. Ça signifie que vous savez ce que vos mandataires veulent. Ça signifie que vous devez vous rassembler avec vos mandataires en assemblée, d'une manière ou d'une autre, pour discuter des problèmes, des questions qui seront mises à l'ordre du jour de l'Assemblée, des conseils qui vous serez envoyés, et vous allez faire voter vos mandataires pour chacun des points en disant est-ce qu'on est d'accord avec ceci, est-ce qu'on est d'accord avec cela, est-ce qu'on demande tel amendement, si l'amendement ne passe pas, est-ce qu'on est quand même d'accord avec la proposition, etc. Ça, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Qui sont beaucoup plus difficiles en revanche à faire si vous avez un vote proportionnel de nouveau, une élection à la proportionnelle. Dans le cas du Conseil national en Suisse, il faudrait changer. Le mandat impératif s'accompagne généralement de ce que l'on appelle en droit constitutionnel le scrutin uninominal sur une circonscription particulière. Une circonscription qui envoie un parlementaire à l'Assemblée nationale ou ailleurs et qui, elle, va décider des différentes questions et donc du mandat impératif. Dans le cas d'un vote à la proportionnelle, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on ne sait pas qui a voté pour qui.
Alors on peut le faire à main levée, mais alors sur l'espace d'un grand canton, évidemment c'est pas possible parce que je ne vais pas rassembler tout le monde. Donc qui sont les mandataires d'un parlementaire qui a été élu à la proportionnelle? Ce sont ses électeurs, mais on ne sait pas qui c'est. Donc là, le problème est un petit peu plus compliqué. C'est encore plus compliqué si le mandat impératif n'est pas accepté, n'est pas respecté. Si le parlementaire vote quelque chose d'autre, qui c'est qui va le démettre, qui c'est qui va le remplacer, etc. Donc c'est un système qui est un système lié depuis très longtemps à un fonctionnement démocratique radical, et donc il faut bien comprendre qu'il ne fonctionne que si la personne qui a ce mandat impératif émane d'un groupe qui est bien constitué et dont les frontières sont bien déterminées. Mais ça arrive très souvent. Hein. Enfin, vous avez, je sais pas, prenez n'importe quelle association qui est constituée au niveau national avec des sections cantonales, par exemple. Prenez n'importe quel syndicat en Suisse. Vous avez, les syndicats sont des sortes de fédérations. Donc vous avez des sections cantonales, généralement, voire sous-cantonales, qui envoient des gens à l'Assemblée. Tous les partis suisses fonctionnent comme ça, par exemple. On pourrait très bien imaginer des mandats impératifs. Ça ne pose aucun problème. En revanche, pour le Conseil national, il faudrait passer sans doute à un système de circonscription qui ne serait pas une circonscription cantonale avec un système uninominal, ce qui, bien sûr, dans la situation actuelle, avec les partis actuels, provoque, Duverger n'avait pas complètement tort, un système bipartisan. C'est-à-dire vous avez des gens de gauche ou de droite, il n'y a que deux gros partis qui se partagent le morceau. L'élection proportionnelle est précisément un moyen de faire apparaître d'autres partis. Donc là, ça nous envoie plus loin sur la question des partis politiques, du fait que de savoir si la démocratie radicale s'accompagne, disons, compatible facilement avec l'existence de partis politiques, le tirage au sort également. La réponse est non, à mon avis. On le voit depuis l'Athènes ancienne jusqu'aux discussions du 19e siècle, en tout cas. La plupart des penseurs de la démocratie radicale vont avoir, à un moment ou à un autre, une critique très virulente contre ce qu'on appelait auparavant les factions. Vous le trouvez chez Jefferson, vous le trouvez chez les penseurs les plus radicaux de la démocratie, de la Révolution française, vous le trouvez aussi dans une certaine mesure à Athènes. Quand il commence à y avoir des factions stables qui s'organisent avec des réseaux de solidarité, etc., c'est-à-dire des partis politiques, bien là, la démocratie commence à être grippée d'une certaine manière. Donc il faut aussi bien prendre conscience de cet écart-là. Quand on est dans un système électoral, vous avez des partis qui se constituent avec toute une série de conséquences. Vous essayez de passer à un autre système fondé sur le tirage au sort, fondé sur le mandat impératif, fondé sur un système très fédéralisé, c'est-à-dire avec des assemblées de base et ensuite toute une cascade d'autres conseils. Vous êtes dans un régime où les partis, il vaut mieux que les partis ne soient pas là, pour le dire autrement. C'est-à-dire que les partis peuvent continuer à vivre, mais justement, les Jefferson et les autres savaient bien que ce serait une cause de corruption d'un fonctionnement démocratique. Et on peut prendre des exemples, y compris très concrets. Je prends un petit exemple, je ne vais pas donner d'exemple concret, parce que bref. Lorsque vous êtes dans une association, vous avez deux groupes qui sont relativement bien constitués. Quand vous essayez de mettre en place du tirage au sort, vous allez tout de suite voir apparaître le problème. Parce que les gens vont vous dire, oui, alors, ok, le tirage au sort, c'est très bien, on est tous etc. Le problème, c'est que si le tirage au sort tombe sur le groupe A ou sur le groupe B, ça change tout. Ça change tout. Et ça ne change pas tout avec de bonnes conséquences, ça signifie que la personne qui a été tirée au sort va ensuite prendre des décisions à notre place, et qu'on ne va pas pouvoir, etc. Donc ça, il faut en être conscient. Les deux choses sont liées entre elles. Le type de groupe dans lequel vous faites un tirage au sort, dans lequel vous imposez des mandats impératifs, a une incidence sur l'ensemble du fonctionnement. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça a une incidence. J'ai des questions là avant. Oui, moi je voulais revenir sur l'argumentation concernant la restriction dans la démocratie directe. Aujourd'hui, l'argument Mathius, c'est le droit international. Et moi, ça m'inquiète un peu en Suisse de cet argument-là qui aurait presque tendance à vouloir réduire ce droit de démocratie directe. Vous avez un commentaire par rapport à ça? Ah ben oui, c'est le point, peut-être le point fondamental qui m'a conduit à intervenir dans ce débat en écrivant tout ça.
La question des règles impératives, enfin, des règles de droit international ou des droits fondamentaux qui sont prévus dans la Constitution suisse est, à mon avis, c'est un cheval de Troie antidémocratique, d'une certaine manière. Et surtout, ça témoigne d'une incompréhension de ce que sont les droits fondamentaux. Sur deux plans principaux. Premièrement, c'est faire comme si les droits populaires, ce qu'on appelle les droits populaires en Suisse, c'est-à-dire le droit de référendum d'initiative, ne font pas partie des droits fondamentaux, alors que ça doit être le cas, c'est un des droits fondamentaux. On peut peut-être dire qu'il y en a d'autres, mais en tout cas c'en est un. Et donc que le fait de limiter l'exercice de la démocratie directe est une limitation des droits fondamentaux, il faut être clair, c'est pas les droits fondamentaux contre la démocratie directe, c'est une limitation des droits fondamentaux. Peut-être au nom d'un autre droit fondamental, c'est un autre problème, mais c'est une limitation des droits fondamentaux. Et deuxièmement, c'est une question peut-être philosophique plus compliquée, c'est d'où viennent les droits fondamentaux. Et vous avez, à mon sens, chez toute une série de personnalités politiques qui développent ce discours-là en disant que la démocratie doit s'arrêter là où commencent les droits fondamentaux, l'idée que les droits fondamentaux existent par eux-mêmes. Et ça, c'est une absurdité historique complète, premièrement. Et politiquement, c'est extrêmement inquiétant de dire qu'il y a des droits fondamentaux qui existent comme ça. Et généralement, quand surtout des personnes de gauche d'ailleurs qui avancent avec ce discours-là, je leur dis, mais relis la Constitution, il y a le droit de propriété dedans. Bon, bah, alors qu'est-ce qu'on fait quand on est à gauche? Je ne sais pas, si on veut, sauf erreur, dans le programme du Parti Socialiste Suisse, ou en tout cas ça avait été des propositions lors du congrès qui l'avait préécrit, la proposition de nationalisation des entreprises pharmaceutiques figurait. Alors, si on est sérieux sur cette proposition-là, ça signifie qu'en fait, on ne pourrait pas la proposer par une initiative, puisque le droit de propriété est garanti dans les droits fondamentaux. Donc ça signifie que les droits fondamentaux doivent être interprétés comme une réalité politique, tout simplement. Que ces droits fondamentaux, à la fin des fins, si vous voulez, ces droits fondamentaux ne tiennent que parce que les citoyens sont attachés aux droits fondamentaux. C'est eux qui sont les véritables sources des droits fondamentaux. Et ça, je cite aussi toujours la même phrase, elle m'avait frappé, j'ai vu les malgré, il m'avait frappé, c'est un des juges de la Cour suprême américaine, l'institution judiciaire au sommet du système américain, qui interprète légitimement la Constitution et ce genre de choses. C'était Stephen Breyer, pour ne pas le nommer, et il avait dit, vous savez, s'il n'y a pas une participation des citoyens dans leur village, vous êtes dans tous les villages américains, dans tous les quartiers américains, moi je ne sers à rien. Moi, le juge à la Cour suprême ne sert strictement à rien, parce que je ne peux pas envoyer l'armée ou je ne sais pas qui pour dire ma décision doit être mise en œuvre dans tel endroit, etc. Donc il était parfaitement conscient que c'était la participation civique, c'est-à-dire la démocratie, qui lui assurait en fait son statut de juge à la Cour suprême. Et c'était très intéressant de l'entendre, de dire, ben voilà, et donc il y a des décisions que, même si je pense qu'elles sont justes, je ne peux pas prendre, parce que je sais que ça ira pas, parce que je sais qu'elles ne seront pas mises en œuvre, tout simplement. Et il y a des exemples, hein, l'exemple qu'on cite tout le temps, c'est un exemple qui date de la guerre de sécession, mais on peut imaginer d'autres exemples, en effet, des décisions qui sembleraient logiques d'un point de vue purement juridique, en fait, ne peuvent pas être mises en place. Alors, il y avait, oui, vous, et puis... Moi, en fait, c'est vrai que je vais peut-être un commentaire parce que j'avais construit quelque chose. Puis à chaque intervention, j'ai l'impression qu'il va y avoir une question. Parce qu'il y a plusieurs questions en fait qui. Il me semble qu'on touche du doigt un problème fondamental qu'on n'a jamais clairement sur le tapis, sur la question des partis, sur la question des groupes, des factions. C'est quelque part, en fait, sur la question des intérêts aussi, surtout économiques. Mais par exemple, sur le mandat impératif, les groupes, ou le tirage au sort des groupes qui préexisteraient au tirage au sort du voisin, etc. On ne se pose pas vraiment la question de savoir des groupes qui ne seraient pas nécessairement des groupes politiques du type des partis, mais d'où viennent ces partis, enfin, c'est-à-dire de quels groupes les partis sont la traduction politique. Et ça renvoie à la question en fait, de la structure inégalitaire de la société, qui produit une inégalité de compétences politiques. Vous disiez, moi je ne crois pas à l'inégalité donnée de la compétence politique. Moi j'y crois pas non plus. Je ne crois pas qu'elle soit fondée en nature. Mais je crois qu'elle existe dans nos sociétés et qu'elle est une production sociale d'une société qui est fondamentalement inégalitaire. Et ça passe par le système scolaire qui sélectionne, qui classe, qui distribue. Ça passe par des structures
de distribution de différents types de capitaux, et ça passe fondamentalement par le fait qu'on vit dans une société capitaliste. Utiliser des concepts marxistes un peu à la hache, qu'il faudrait sans doute affiner, etc. Mais enfin, je veux dire, c'est quand même ça le fond du problème. Et du coup, sachant cela, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que des propositions du type d'élargissement des droits référendaires, de tout un tas de mécanismes de contrôle, etc., ont une chance de fonctionner dans une société qui structurellement est inégalitaire et dont l'inégalité ne repose pas que sur les mécanismes de sélection des dirigeants. C'est-à-dire que les dirigeants ne sont pas que des dirigeants politiques, on a des dirigeants économiques qui ont du poids, qui ont de l'influence, et on peut essayer de limiter cette influence, mais tant qu'elle existe, ça pose des problèmes en termes d'égalité. Et ce qui pose finalement la question, à mon sens, la plus fondamentale, on s'accorde ici, je pense tous, à considérer la démocratie dans un sens qui est évidemment pas le sens vulgaire de démocratie libérale, tel qu'on va changer comme ça, je pense que tout le monde en conscient ici, mais pourquoi, en fait, cette démocratie? Si on est de gauche, cette démocratie, elle doit aller de pair avec, disons, une égalité sociale, avec une lutte contre toute forme de domination. Or, est-ce que c'est vraiment des outils qui sont efficaces jusqu'au bout? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne heurte pas à un moment une lutte qui sort du cadre institutionnel des mécanismes de sélection, qui est celle du fonctionnement économique de la société, et qui ne se règle pas uniquement sur les questions de débat. Le cas du médecin, par exemple, c'est rigolo, vous disiez, je ne veux pas tirer au sort le médecin qui va m'opérer. Mais en même temps, le médecin, il a fait des études de médecine, il a bossé pendant 6 ans, il est passé par le système scolaire, il était dans le haut du panier, il a des parents riches qui vont payer 6 études avec des exceptions quand même. Enfin, je veux dire, il n'est pas, je veux dire, on ne tire pas au sort parce qu'il serait plus compétent, mais cette compétence, elle est socialement acquise. Je ne pense pas qu'il est né avec un scalpel dans les mains, voilà. Donc, quelque part, même cette question-là, de la désignation du médecin, mais autrement, de la désignation de n'importe quel type de profession, etc., c'est une question qui est fondamentalement politique, mais qui... Voilà, il y a autre chose que les institutions, que la sélection pas des votes réformes, mais des délégués, etc., et qui me semble qu'on ne pose pas et qu'on ne se donne pas forcément les moyens de poser si on réfléchit uniquement en termes institutionnels. Non, mais vous avez parfaitement raison que la réflexion institutionnelle n'est pas... Enfin, si on prend le terme d'institution dans son sens un peu réduit, ce que j'ai fait depuis le début, n'est pas suffisante. Pour le dire autrement, il faut admettre qu'une démocratie, dans son sens radical, qui met en avant l'égale liberté de tous les citoyens, au minimum, on peut même pousser plus loin, au minimum de l'égale liberté de tous les citoyens, l'autonomie collective, de l'émancipation, etc., ne peut exister réellement que dans une société démocratique, c'est-à-dire où cette égale liberté et l'égalité et la liberté existent réellement, existent concrètement. En effet, ça nous amène à la question des structures économiques de la société. À la fois de l'organisation des différentes entités économiques, à commencer par les entreprises, est-ce que les entreprises fonctionnent de manière démocratique, même dans la très démocratique Suisse? La réponse est évidemment non. Tout le monde le sait. Ça nous amène plus loin à l'organisation générale de l'économie, c'est-à-dire qui prend les décisions économiques fondamentales. Est-ce que même en Suisse, ce sont les citoyens via la démocratie directe? La réponse est plutôt non. Là, je serais peut-être moins absolument catégorique, mais la réponse est plutôt non. Les décisions de production, les décisions de quelles sont les productions qu'on met en avant, qu'on n'accepte pas, etc. Des choses toutes bêtes. Enfin, est-ce qu'on va produire, qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple, est-ce qu'on continue à produire autant de munitions en Suisse, par exemple? La RUAG qui les produit est une entreprise de la Confédération, donc publique, on devrait pouvoir décider de cela. Ça devrait pouvoir être un débat ouvert. Et où je disais qu'on n'est qu'à la moitié, on a quand même voté il y a quelques années sur une interdiction de l'exportation du matériel de guerre. Ça n'a pas passé. Ce qui est passé, c'est que la RUAG doit diminuer de 80% la production de munitions, puisque l'essentiel va être fourni. En tout cas, même peut-être plus que 80%. Mais alors, ensuite, il y a toute une série d'autres exemples, bien sûr. Donc là-dessus, je pense que on est en partie d'accord sur le fait que les structures sociales, les structures générales de la société sont liées aux structures politiques, et qu'en effet, il ne suffit pas de mettre en place des mécanismes référendaires pour avoir une démocratie parfaite. Je l'ai dit tout au début, il n'y a pas de démocratie parfaite de toute façon. On n'est pas sur ce modèle.
Et ensuite, sur la question de la compétence politique, celle-ci, ça c'est une question qui est plus délicate. Alors là, ça prendra un petit peu de temps pour la débrouiller. Je pense qu'il faut partir de l'idée suivante. Premièrement, on n'accepte pas une définition de compétence politique donnée par la sociologie politique classique, que vous trouvez chez Bourdieu par exemple. En fait, la compétence politique, c'est la maîtrise du système tel qu'il existe aujourd'hui. Là-dessus, bien sûr, la plupart des gens ne connaissent pas toutes les petites affaires de cuisine, des partis politiques, etc. Ce qui est absolument fondamental si vous êtes dans un parti politique et que vous voulez acquérir le pouvoir. C'est tout à fait ça, c'est tout à fait certain. La compétence politique, si on prend le sens le terme de politique dans un sens un petit peu plus riche, ce n'est bien sûr pas cela, c'est la compétence de se déterminer sur les affaires communes. Et sur ce point-là, je pense qu'il n'y a pas de différence significative de compétences politiques entre les citoyens. Les gens sont tous capables de se déterminer sur les affaires communes, après délibération, après information, après discussion, comme toujours. C'est eux qui se déterminent sur ces questions-là. Et pas nécessairement dans le sens de ce qu'on leur a dit, ou ce que les journaux ont dit, etc. Je me permets de rebondir, excusez-moi, le système de milice, si on compare notre système de politique en Suisse avec des politiciens sur un système de milice qu'on peut certainement critiquer, mais par rapport au système français où on voit vraiment une classe, toujours les mêmes pour des dizaines d'années. Est-ce que le système de milice, selon vous, va dans le sens d'un mieux démocratique? Dans l'idéal, oui, bien sûr, mais on a un problème au niveau fédéral avec le système de milice. On a du nouveau, M. Chouavelal. Ah ben alors. bravo. Je vous réponds rapidement sur la question du système de milice. On a un problème au niveau fédéral parce que les parlementaires fédéraux, avec le travail qu'ils ont actuellement, le nombre de lois qui leur passent entre les mains, l'influence de l'administration, il vaut mieux, parce que c'est le cas maintenant, on dit que c'est un système de milice, mais c'est plus le cas depuis les 10 ou 15 ans, il vaut mieux avoir des parlementaires qui puissent consacrer du temps à leurs affaires parlementaires. Pour les niveaux communaux et cantonaux, je pense que c'est plutôt un bon système d'avoir un système de milice. C'est-à-dire des gens qui vont une fois par semaine, qui suivent plus ou moins, etc. Ça a des inconvénients, mais à tout prendre, je préfère ça. Et je préfère aussi des personnes qui tournent assez régulièrement dans les parlements. Ça aussi, c'est quelque chose que l'on a. Vous avez des anciens députés au Grand Conseil, 10 ans plus tard, vous les retrouvez dans des associations, ils ont arrêté de faire de la politique, ou alors ils sont complètement distants, ce qu'en effet, on voit sans doute moins dans d'autres pays. Et c'est une question compliquée, hein, l'affaire de la milice, parce que la milice, elle a été utilisée par les forces politiques les plus riches pour dire, vous voyez, on n'a pas besoin de payer les parlementaires, mais en sachant que c'était des lobbyistes qui étaient payés par, comme l'histoire de la caisse publique, quoi, enfin, qui étaient payés par diverses entreprises. Donc si vous avez des entreprises qui vous permettent d'aller travailler à 100% au Parlement, tout en restant salarié de l'entreprise, ben évidemment, c'est un peu plus facile que si vous êtes un militant associatif qui n'a pas d'argent. Le problème aussi doit être replacé dans ce cadre-là. Bon, on va pouvoir passer à la discussion.